Après des années de tension, beaucoup de planification et les raids anglais occasionnels, l'armada était enfin dans la Manche anglaise. Alors qu'elle progressait dans la Manche, à peu près au rythme d'une marche rapide, ce qui était à peu près aussi rapide que certains de ses navires les plus lents pouvaient aller, les instructions secrètes du roi Philippe insistaient pour que l'armada se dirige vers Margate et sécurise un passage pour l'armée de Palmer à traverser. Comment cela devait être fait et où les atterrissages devaient avoir lieu, le roi a laissé inhabituellement non dit. Cela est arrivé devait être réglé entre Medina Sidonia et le duc de Parme. Comment les deux étaient censés communiquer avec presque tous les navires en état de naviguer arborant les bannières anglaises ou néerlandaises séparant les deux n'a pas été élaboré, sauf pour une suggestion d'atterrir un messager en Normandie et en supposant que les Français seraient trop distraits pour l'arrêter ou peut-être que les Français coopéreraient simplement. Après tout, les Hollandais et les Anglais étaient des hérétiques et la France, comme l'Espagne, était un bon pays catholique à ce moment-là. Mais au moins, il y avait quelques plans de secours. Le premier était que si le passage de Parme ne pouvait être sécurisé, l'armada devait faire demi-tour, s'emparer de l'île de Wight comme base, puis décider de la suite des opérations. Le deuxième plan de secours était que si les débarquements dans le Kent étaient réussis, mais que d'une manière ou d'une autre, les Anglais réussissaient à créer une impasse ou à vaincre l'armée espagnole aguerrie, ils devaient plutôt obtenir des concessions concernant l'exercice de la foi catholique en Angleterre et la reddition des villes que les Anglais détenaient et qui bloquaient l'accès à Anvers. Si possible, une indemnité de guerre serait également exigée, mais Philippe a admis que cela pourrait être un moyen de négociation qui pourrait être retiré de la liste des revendications si cela pouvait aider à satisfaire les deux autres conditions. Medina, Sidonia et Parma ont pillé réussi, également reçu l'instruction d'envoyer des messages quotidiens en Espagne afin que Philippe puisse continuer à micro-gérer l'expédition, bien qu'il ne soit pas précisé comment il comptait le faire lorsque les messages et leurs réponses, en supposant que les messages aient été envoyés en premier lieu, prendraient plus d'une semaine pour faire l'aller-retour au mieux et seraient donc totalement inutiles dans une campagne où les situations changeaient d'heure en heure. Philippe a également ajouté un post-scriptum. Si l'invasion échouait, des otages seraient nécessaires pour garantir le respect des conditions imposées aux Anglais. Une garnison devrait aussi être laissée dans des villes anglaises capturées pour surveiller le respect des concessions avec l'armée ne partait pas tant que ces concessions n'étaient pas engagées. Même avec la planification minutieuse et les compétences administratives de Medina Sidonia, l'armada n'avait en réalité pas assez de munitions pour une longue campagne, les navires transportant environ 50 coups par canon, donc Philippe a instruit que seul le tir à courte portée devait être employé pour maximiser l'effet de cette munition limitée. Et il y avait aussi la question de la formation de bataille. L'armada est arrivée sous une forme approximative de blob, mais un blob était une formation relativement inadaptée pour la bataille. Le plan original de Medina Sidonia ressemblait à certains égards à la tactique d'infanterie zoulou des cornes de taureau, bien qu'une telle tactique soit évidemment à quelques siècles dans le futur. Les navires espagnols de combat les plus puissants et les galères formeraient un groupe central au centre. Derrière eux se trouveraient le reste des navires de combat lourds, les galères et 3 groupes de petits navires de ravitaillement et de reconnaissance. Sur chaque flanc, il y aurait des cornes échelonnées avançant, composées de 20 navires de guerre de taille moyenne chacune, avec des groupes de navires de soutien, de transport et de navires légers positionnés derrière eux. Les réductions du nombre total de navires présents dans l'armada ainsi que le départ des galères signifiaient que ce plan a été révisé à 30 navires de guerre positionnés au milieu avec 15 sur chaque flanc, toujours avec les navires de soutien regroupés derrière chaque groupe. Cela était basé sur les manuels tactiques de l'époque qui conseillaient de ne pas naviguer en ligne droite, car on estimait que cela ne permettait qu'aux navires de tête de combattre, ce qui était associé à un conseil de ne pas monter de gros canons sur le flanc, réservant ces zones pour des pièces plus légères qui permettraient un ratissage du pont ennemi lors de l'abordage. Au lieu de cela,
comme pour les galères, et dans une certaine mesure les galéas, les gros canons devraient d'abord être montés à l'avant afin qu'une flotte balayant son opposition en ligne de front puisse maximiser sa puissance de feu anti-navires lourde dans les premières volées, d'où la disposition en forme de croissant de la formation qui permettrait à tous les navires de guerre de tête de faire porter leurs gros canons de proue en même temps. Il est important de noter qu'un certain nombre de sous-commandants étaient en désaccord. Ils appréciaient, généralement grâce à une expérience antérieure, l'avantage anglais en termes de vitesse et d'agilité, et ils voulaient que tous les navires vulnérables soient regroupés au milieu, avec les navires de guerre positionnés en deux groupes, un à l'avant et un à l'arrière, pour se protéger contre une incursion de n'importe quelle direction. La formation en croissant avancé proposée avait une autre faiblesse. En regroupant les plus gros navires au milieu, cela signifiait que tous les navires amiraux de l'escadron étaient positionnés ensemble et éloignés de leurs commandements respectifs. À une époque où les instructions détaillées devaient essentiellement être criées aux navires voisins si elles n'avaient pas été préétablies par lettre, cela pourrait être désastreux pour toute tentative de coordonner des actions complexes par escadron. L'intelligence signifiait que les Espagnols étaient bien conscients que les Anglais essaieraient probablement un duel d'artillerie à longue portée pour fracasser les coques de leurs ennemis près de la ligne de flottaison. Cependant, la seule solution que quiconque semblait avoir pour remédier à cette situation particulière était « nous essaierons de les aborder à la place ». S'ils parvenaient à se rapprocher autant, un intéressant éventail d'incendiaires était disponible, allant de simples pots à feu contenant une forme primitive de napalm en passant par des flèches et des dards enflammés, et un dispositif plutôt aventureux appelé un bombardier qui contenait une série de charges de poudre à canon de densité différentes, l'idée étant que lorsqu'un navire se rapprochait, ceux-ci seraient visés et allumés, ou une série de charges de poudre à canon moins compactes cracheraient des flammes pendant plusieurs secondes avant de brûler jusqu'à une charge plus dense qui était remplie de shrapnel qui exploserait sur le pont ennemi, ce qui allumerait alors une autre série de charges de faible ordre, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'arme soit à court de poudre. Cependant, ces derniers étaient marqués comme devant être manipulés uniquement par des experts car les dispositifs en baril de bois avaient une tendance inquiétante à exploser comme une bombe à tuyaux en bois de 6 pieds de long quelques instants après avoir été allumés. Des mesures étendues ont été prises pour faire face au potentiel de feu. Des barils d'eau et de vinaigre ont été distribués libéralement à travers les navires, tout comme une forme précoce d'extincteur qui ressemble plus qu'autre chose à une énorme seringue qui était remplie en plaçant l'extrémité avant dans un seau et en tirant le piston vers l'arrière. Vous le pointiez ensuite sur le feu en appuyant rapidement sur le piston, ce qui enverrait un jet d'eau. C'est essentiellement le même mécanisme qui anime les pistolets à eau pour enfants les plus simples de nos jours. En revanche, la flotte anglaise prévoyait de naviguer avec ses navires les plus puissants au centre de la formation, chacun associé à un navire marchand et à une petite pinasse. Ce dernier petit navire était principalement là pour donner à chaque paire la possibilité de communiquer avec ses officiers supérieurs, et le navire marchand était associé au navire de guerre pour essayer d'équilibrer la puissance de feu globale de la flotte. Ces navires positionnés au centre étaient généralement les vieux galions traditionnels moins agiles, avec les ailes de la formation anglaise composées des galions de course et des marchands plus rapides. Les tactiques anglaises consisteraient au moins au début à ce que les plus grands navires utilisent leurs lourds canons de proue à des distances de sécurité, tandis que les navires plus agiles se précipitaient pour délivrer des salves de leurs propres canons de proue avant de virer de bord, donnant une bordée, puis une salve des canons de poupe, puis l'autre une bordée, et encore une fois, dans un carrousel de feu constant, jusqu'à ce qu'ils soient soit forcés de se retirer à cause des dégâts, soit d'autres navires arrivent pour leur tour. Dans cet effort, ils ont été aidés par leurs canons montés sur des affûts compacts à 4 roues, facilitant la manipulation et le rechargement, similaires à ceux visibles sur les navires de musée de l'ère de la voile. La conception de l'affût en lui-même n'était pas massivement nouvelle, mais elle était considérablement plus moderne que la majorité des canons de l'armada, qui étaient placés sur de longs montages à 2 roues qui avaient une longue queue qui traînait sur le pont, ce qui était très similaire, sinon identique, selon le canon, aux affûts de canons terrestres plus encombrants. Les archives semblent indiquer que certains des plus grands galions portugais avaient sur certains de leurs canons des montages similaires à ceux des Anglais, le
ce qui serait logique car les Portugais, à cette époque de l'histoire, étaient généralement à la pointe du combat naval d'une manière ou d'une autre, mais les mêmes archives et les épaves qui ont été étudiées par la suite indiquent que le montage à 2 roues de type terrestre était de loin le montage le plus courant trouvé sur les canons espagnols, et donc utilisé par les artilleurs espagnols. Tous ces facteurs influenceraient les prochains jours. Le matin du 30e juillet, l'Armada avait avancé de 20 miles au-delà du Lizard, mais était encore à 60 miles de Plymouth. À ce rythme d'avancement, Drake aurait tout aussi bien pu organiser un tournoi de boules à l'échelle de la flotte. Et Medina Sidonia semblait content d'avancer sa flotte à ce rythme majestueux, au grand désarroi de Ricalde et de quelques autres, qui préconisaient d'envoyer leurs navires de guerre les plus rapides en avant vers Plymouth et d'engager la flotte anglaise alors qu'elle quittait le port. Les eaux confinées neutraliseraient l'avantage de l'artillerie à longue portée des Anglais, permettant de tirer profit de la force d'abordage des navires espagnols. Mais Medina Sidonia, tout en convenant que l'idée était bonne en principe, était tout aussi déterminé à maintenir la flotte unie, et il leur ordonna donc de rentrer les voiles chaque nuit. Lord Howard a pleinement profité du retard espagnol, et dans la nuit du 30e au 31 juillet, la flotte anglaise a quitté Plymouth. L'escadron de Drake a viré à l'ouest entre l'Armada et la côte, tandis que 5 navires avec des mâts et des gréements substantiels ont fait une grande démonstration en flottant au clair de lune juste à l'extérieur du port de Plymouth. La majeure partie de la flotte anglaise a suivi Howard vers le sud à travers le visage de l'Armada, puis a contourné celle-ci en direction de la mer, reflétant l'escadron de Drake, les 2 forces se rencontrant derrière les Espagnols avant l'aube. Le vent balayant le canal de l'Ouest donnait l'avantage météorologique aux Anglais. Essentiellement, ils pouvaient choisir quand combattre et quand reculer, et l'Armada ne pouvait pas faire grand-chose à part sourire et supporter, combattant uniquement selon les termes anglais. En réponse, Medina Sidonia a hissé son drapeau de bataille et l'Armada s'est formée. Comme les Anglais étaient maintenant derrière eux au lieu d'être devant, la formation en croissant a également été repoussée au lieu d'être avancée, avec les navires les plus vulnérables positionnés en avant et les navires de guerre et les grands marchands disposés entre eux et la flotte anglaise. Bien que les 2 pays aient essentiellement été en état de guerre ouverte pendant plusieurs années, il n'y avait techniquement pas eu de déclaration officielle en tant que telle pour cette campagne et donc, conformément à la tradition qui était largement dérivée de la guerre terrestre, où dans ce genre de situation les commandants sortiraient et lanceraient formellement des défis, Lord Howard a envoyé un seul navire pour lancer un tel défi. Mais comme l'envoi d'un représentant pour monter sur le pont du San Martin et frapper Medina Sidonia au visage avec un gantelet d'acier n'aurait probablement pas bien fini pour l'homme qui portait le gantelet ou son navire, le navire judicieusement nommé Disdain s'est précipité en avant, a effectué une série de bordées en virage de 360 degrés et, l'honneur satisfait, est retourné à la flotte. Le gant étant jeté, ou plus précisément tiré à haute vitesse sur les Espagnols, la flotte anglaise a lancé son attaque à 9 heures du matin. Pendant les 4 heures suivantes, des files de navires anglais ont approché l'Armada, d'abord l'aile côtière, puis plus tard celle en mer, chacun délivrant un carrousel de feu avant de reculer en faveur du prochain navire en ligne et de rejoindre la queue. Quelques navires espagnols ont perdu leur nerfs sous le feu continu et se sont dirigés vers la protection du centre, mais la plupart, y compris Recalde, à bord du San Juan de Portugal, ont tenu bon, bien que Recalde ait noté qu'il y avait beaucoup de dommages à son gréement, y compris un tir qui a percé un trou proprement à travers son grand mât et son mât de misaine en même temps. Cette escarmouche prolongée, parfois optimistiquement appelée la bataille de Plymouth ou la bataille d'Eddystone, a vu les Anglais réaliser que tant que l'Armada gardait sa formation, ils n'osaient pas s'approcher trop près, ce qui limitait à son tour l'effet de leur artillerie. Inversement, les officiers espagnols positionnés sur les ailes estimaient que des attaques continues comme celle-ci pourraient conduire à une mort par 1000 coups, alors que les gouvernails, les gréements et les mâts étaient endommagés ou détruits, avec une certaine inquiétude pour certains des plus grands navires qui avaient été convertis à partir de navires marchands qui manquaient de canons lourds et qui pourraient alors inviter des passages plus proches et plus destructeurs des navires anglais, alors qu'ils triaient progressivement lesquels des plus grands navires répondaient au feu plus ou moins avec enthousiasme.
L'action s'est éteinte juste après le déjeuner et il n'y avait pratiquement pas eu de tir pendant environ 2 heures sans aucune perte de navires de part et d'autre, quand vers 3 heures de l'après-midi, de nulle part, le puissant San Salvador, comme le déjà perdu Santa Ana, l'un des navires les plus grands et les plus puissants, et donc transportant beaucoup d'or, a été déchiré par une explosion catastrophique. De nombreuses théories expliquent la cause exacte, la plus banale étant qu'il y avait trop de poudre à canon en vrac sur le pont pour approvisionner rapidement les canons, invitant une simple étincelle, ce qui semble plausible, sauf que l'essentiel des combats, comme dit, avait pris fin 2 heures plus tôt, et puis il y a un autre récit qui prétend que le capitaine avait menacé de tuer l'un des capitaines de canon en gardant à l'esprit que la plupart des capitaines de canon à bord de l'Armada étaient des experts étrangers engagés au service espagnol, à moins que le dit capitaine de canon ne puisse toucher les navires anglais qui s'approchaient occasionnellement avec plus de régularité, à quoi le canonnier, qui apparemment supportait cela depuis un certain temps, a apparemment jeté une mèche lente dans quelques barils de poudre à proximité et s'est jeté par-dessus bord, probablement à reculons avec les 2 majeurs en l'air. Quelle que soit la cause, le château arrière du navire a effectivement cessé d'exister, tout comme la section arrière des ponts de canon et toute connexion au gouvernail. La moitié de l'équipage a été tuée ou gravement blessée sur le champ et elle a commencé à sortir de la ligne en direction de la flotte anglaise. Heureusement, les incendies qui menaçaient les 7 tonnes de poudre stockées dans les principaux magasins ont été supprimés grâce aux préparatifs de lutte contre l'incendie de Medina Sidonia. D'autres navires sont venus à côté pour attacher des câbles de remorquage et les blessés survivants ont été évacués vers les navires hôpitaux. Les petits navires de l'Armada ont remorqué le bateau endommagé au centre de la formation pour tenter de le réparer. Puis un autre des grands navires, encore une fois un autre navire transportant des trésors, cette fois Nuestra Señora del Rosario, a rencontré des problèmes. Elle essayait de renforcer la position de recalde lorsqu'elle est entrée en collision avec un autre navire, perdant son beaupré et déchirant la voile principale sur le mât de misaine. Elle aussi s'est dirigée vers le centre pour effectuer des réparations, mais la mer a commencé à monter, puis son mât de misaine s'est effondré sur le grand mât et avec seulement les voiles d'artimon restantes, le Rosario a perdu le contrôle et a commencé à sortir de la formation. Peut-être par peur de se retrouver exposé à leur tour, aucun des autres navires n'est venu à son secours et le Rosario a été progressivement laissé derrière. Vers 21 heures, les navires anglais ont entamé leur assaut sur les défenses du puissant vaisseau amiral de l'escadron. Le navire espagnol a résisté à ces assauts de petits navires toute la nuit, mais au matin, Drake est apparu à portée de mousquet avec le Revenge, élégant et puissant. Aux grandes dames de Frobisher qui a noté que Drake était censé porter une lanterne pour que le reste de la flotte puisse rester en station avec l'Armada pendant la nuit, en fonction de la position de Drake. Frobisher a plutôt accusé Drake, probablement à raison, d'avoir vu une occasion de s'emparer d'un important butin et d'avoir poursuivi l'Espagnol à la dérive. Drake a peu répondu aux accusations, espérant peut-être que Frobisher ne se rendrait pas compte que l'hypothèse de Frobisher, selon laquelle Rosario transportait 15 000 ducats d'or, était fausse. En fait, elle en transportait 52 000. Après quelques négociations, durant lesquelles Drake a souligné la position désespérée de Rosario, le navire espagnol s'est rendu. Les 2 capitaines semblent avoir conclu une sorte d'accord lors de ces négociations, car une fois le navire pillé, les 2 hommes ont juré que le navire n'avait transporté que quelque chose entre 22 000 et 25 000 ducats. L'autre moitié du trésor disparaissait mystérieusement dans l'air, bien que le capitaine espagnol et Drake ne manquaient pas de monnaie après la campagne. Tout cet épisode avait signifié que la flotte anglaise avait reculé pendant la nuit, laissant les navires de tête avec Lord Howard quelque peu exposés, et ils avaient donc besoin d'un autre jour pour que le reste de la flotte rattrape son retard, ce qui a donné aux Espagnols le temps nécessaire pour réparer les pires dégâts de la bataille de la veille. Mais il s'est avéré que le San Salvador ne pouvait pas être sauvé, et avec le pont effondré entravant la capacité des Espagnols à récupérer son or, elle a également commencé à prendre du retard pour être recueillie par des navires sous le commandement de Hawkins et remorquée jusqu'à Weymouth. L'Armada était à moins de 48 heures du premier contact avec la flotte ennemie, et entre le San Salvador et le Rosario, plus le Santa Ana, ils avaient perdu un peu plus de 150 000 ducats d'or, les 2 tiers de ces fonds étant tombés entre les mains des Anglais. Les Anglais, ayant passé la majeure partie du 1er août à rattraper leur retard,
la scène était prête pour la prochaine rencontre décisive, la bataille de Portland Bill. Les navires anglais défenseurs suivaient l'Armada, mais personne à bord n'avait une véritable idée de l'objectif de l'Armada grâce à la confusion des ordres interceptés mentionnés précédemment. Et donc, Lord Howard a simplement décidé de maintenir la pression sur eux, les coursant, comme il l'a décrit, en utilisant un terme de chasse où des chiens rapides sont utilisés pour débusquer la proie et la maintenir en fuite jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. De cette façon, il a raisonné. Il n'avait pas réellement besoin de savoir où les Espagnols voulaient débarquer. Il devait juste s'assurer qu'ils ne pourraient pas s'arrêter et déployer des bateaux avant que la flotte anglaise ne commence à les bombarder. Et alors que les grands navires espagnols se montraient irritants résilients, une petite embarcation chargée de soldats armés et d'un couple de canons était nettement moins susceptible de survivre à 1 ou 2 tirs de canon lourds. Tôt le matin du 2 août, alors que les flottes passaient Portland Bill, le vent est tombé. L'Armada, bien que dérivante, restait en formation serrée, contrairement à la flotte anglaise plus dispersée qui commençait à se séparer. L'Armada a répondu avec une louable vivacité. Les galères, capables de se déplacer indépendamment du vent grâce à leur rangée de rames, ont été envoyées après une formation isolée dirigée par Frobisher, bien que leur progression dans cette tâche ait été jugée quelque peu nonchalante par les autres commandants espagnols. Puis le vent s'est levé à nouveau, mais cette fois il venait de l'est, donnant à l'Armada l'avantage météorologique. La majeure partie de la flotte anglaise a ensuite essayé de tirer à travers le vent pour se placer entre l'Armada et la côte, mais les Espagnols les ont coupés et ont commencé à réduire la distance. L'énorme Regazzona, un ancien navire marchand vénitien de 1300 tonnes chargé de canons lourds, et également le navire amiral de l'escadron Levantine, a chargé aux côtés de la Rata Encoronada, un ancien navire génois de 800 tonnes, et la Santa Ana de 1200 tonnes, qui est différente de la précédente car celle-ci n'était orthographiée qu'avec un N dans Ana, qui était le navire amiral de l'escadron de Guipúzcoa qui se trouve dans la région basque d'Espagne. La distance s'est rapidement réduite jusqu'à ce qu'un certain nombre de navires anglais de moindre importance soient effectivement à portée d'abordage de la Regazzona qui a choisi à la place de s'abattre sur l'arc royal, ignorant les plus petits navires. Cela s'est avéré être une petite erreur car elle a donné à la flotte anglaise quelques minutes, ce qui était suffisant, pour abandonner la tentative d'atteindre la côte, alors que les navires anglais plus rapides ont ensuite viré et couru devant le vent, s'éloignant légèrement et s'engageant dans un duel d'artillerie prolongé qui a duré environ 3 heures. Cependant, cette action a maintenant séparé la flotte des navires de tête de Frobisher, composée de 4 grands navires marchands armés de Londres, et de son navire amiral, Triumph, le plus grand navire de la flotte anglaise, et pratiquement le seul qui avait une chance s'il s'agissait de lutter avec l'un des navires amiraux espagnols. Les galères ont accéléré et se sont précipités vers le galion immobilisé, qui a riposté désespérément et extraordinairement rapidement avec chaque canon qu'il possédait. Cela a fait reculer les galères de leur approche tête baissée et elles ont plutôt essayé de bombarder la petite formation anglaise avec leurs canons lourds montés à l'avant. Pour être équitables, leurs tentatives ont failli réussir. L'un des marchands de Londres a failli hisser son drapeau et un boulet lourd a brisé une partie du gouvernail du Triomphe. À bord du San Lorenzo, le navire amiral des galères, les soldats ont demandé à ce que le navire se rapproche et embarque, mais Don Hugo de Moncada y Grala, commandant des galères, a prétendu qu'il n'avait reçu aucun ordre de Medina Sidonia pour mener des actions d'embarquement et a donc refusé de saisir sa chance. Quelques instants plus tard, le vent s'est levé et un mélange de bateaux du Triomphe et de ses propres voiles l'ont fait pivoter, et elle s'est échappée. Observant depuis la formation principale, un furieux Medina Sidonia aurait envoyé un de ses collaborateurs à bord d'un petit bateau pour monter à bord du San Lorenzo afin, et je cite, de dire à haute voix à Don Hugo certaines paroles qui n'étaient pas à son honneur. Ailleurs, le vent frais renversait la situation de l'Armada de manière plus dramatique. Voyant un certain nombre des navires les plus puissants de l'Armada maintenant éparpillés dans leur charge après l'arc royal, Howard a attrapé le vent montant qui venait maintenant de l'ouest et a convoqué les navires les plus puissants et les plus rapides de la reine à ses côtés.
Se retournant et naviguant directement dans l'écart de la formation de l'armada que la charge avait ouvert, l'Ark Royal, la Revenge, le Dreadnought, la Victory, la Mary Rose, le White Bear et les Lions blancs et dorés se sont alignés avec d'autres navires et se sont précipités, retenant leur feu jusqu'à ce que la portée du mousquet soit atteinte avant de délivrer des bordées dévastatrices dans toutes les directions. Ricald a essayé de résister à la charge, mais avec beaucoup de navires à proximité étant des navires de ravitaillement et des embarcations plus petites, puisque l'aile de combat lourde de l'armada était ailleurs, il ne pouvait que signaler que son navire avait combattu sans aucun secours d'aucun autre navire de l'armada parce qu'ils semblaient tous vouloir se réfugier l'un derrière l'autre. Ils ont tous fui l'action et se sont rentrés dedans. C'est une honte d'en parler. Ailleurs, tentant aussi de contenir la brèche, se trouvait Medina Sidonia sur le San Martin. De même non soutenu, le navire amiral de la flotte a combattu avec férocité, tirant 80 coups de canon lourds, mais recevant en retour plus de 500 coups directs de divers calibres, disparaissant pendant un moment derrière un nuage de fumée d'armes à feu et d'éclats. Mais bien qu'ils soient prêts à infliger des dégâts avec leurs canons, les navires anglais ne se faisaient aucune illusion sur ce qui se passerait s'ils ralentissaient pour agripper et monter à bord de n'importe quel navire espagnol, même si les deux officiers supérieurs de l'armada menaient des actions de retenue en solo et étaient par ailleurs des cibles faciles, car, bien sûr, dès qu'un navire anglais ralentissait jusqu'à l'arrêt, les autres navires espagnols de la formation pourraient décider de les assaillir. Et ainsi les navires de la Reine se sont éloignés vers l'est, même que les lourds navires espagnols effectuaient leur propre virage tardif vers la formation principale. Après la bataille, les deux commandants se sont réorganisés. Medina Sidonia a modifié la formation de l'armada d'un long croissant à quelque chose un peu plus proche d'un cercle approximatif composé de 2 hémisphères, avec la majorité des bons navires de combat dans 2 escadrons de l'arrière-garde, ainsi que 3 des galéas, qui avaient désormais des ordres explicites de se dissimuler parmi les autres navires, puis de surgir immédiatement pour profiter des opportunités que leurs capacités uniques offraient. Les deux côtés avaient dépensé beaucoup de munitions au cours de la journée, mais c'était beaucoup plus un problème pour les Anglais, qui comptaient sur leurs canons, alors que les Espagnols seraient tout à fait heureux si tout le monde avait épuisé ses munitions et était forcé de se battre uniquement au corps à corps. En somme, à moins et jusqu'à ce que le réapprovisionnement soit possible, les Espagnols étaient en fait en avance stratégiquement, même si tactiquement ils avaient subi le plus de dommages et avaient été quelque peu débordés. La flotte anglaise a continué à traquer les Espagnols, mais Howard ne voulait pas s'engager de manière significative jusqu'à ce que plus de poudre et de munitions aient été envoyées depuis les ports anglais qu'ils passaient. Alors que le soleil commençait à se coucher, l'île de White apparut à bâbord avant, et tout le monde se demandait si les Espagnols pourraient essayer de saisir le mouillage de Spithead. Certainement à bord du navire amiral espagnol, n'ayant rien entendu de Palmer, malgré de nombreux messages envoyés à l'avance par bateau, il devait être tentant de trouver un endroit pour jeter l'ancre et attendre. Le troisième 1. Quelques petits navires de ravitaillement ont rejoint les Anglais depuis Portsmouth, mais une autre opportunité est aussi apparue. Le Grand Griffon, navire amiral des Urquhas, grand navire de ravitaillement d'une taille à peu près similaire mais d'une construction un peu plus légère que les grands galions, a été vu traînant le flanc gauche de l'armada. Bien que la plupart des Urquhas étaient considérés comme des combattants de dernier recours, le Grand Griffon était suffisamment grand pour avoir sa place dans la ligne des navires de combat lourds où il s'était bien battu, bien que quelque peu maladroitement, en raison de sa coque en forme de navire de ravitaillement un peu maladroite. Cela aurait bien pu être un piège, mais ce n'était pas non plus une chance qui pouvait être ignorée. Alors le Revenge a commencé à envoyer des bordées dans le navire isolé à courte portée, en gardant très soigneusement une petite distance car plusieurs centaines de soldats espagnols étaient visibles sur les ponts supérieurs, attendant simplement qu'un idiot navigue à portée de grappin. La situation a commencé à s'aggraver lorsque le San Juan et le San Martin ont mené une opération de sauvetage. Ils ont été collectivement touchés par 330 autres tirs pour leurs ennuis, mais ont fourni suffisamment de couverture pour que les gaz de galère balayent et prennent le Grand Griffon battu en remorque. Les navires espagnols se sont retirés vers la formation principale sous le feu et les Anglais, ne voulant pas tomber dans ce piège évident, les ont laissés partir. Alors que la fumée se dissipait, les flottes approchaient de l'extrémité est du Solent. C'était un point de non-retour.
Si l'armada continuait vers l'est, il n'y aurait plus d'ancrage sûr et grand sur la côte anglaise jusqu'à ce qu'ils atteignent les Downs, qui étaient passés les détroits de Douvres. D'autre part, non seulement la prise du Solent et éventuellement de l'île de Wight fournirait à l'armada une base d'opération sûre à court terme, mais elle couperait également la flotte anglaise des renforts et des approvisionnements qui attendent à Portsmouth. Désespéré pour éviter cela, Howard a reformé la flotte anglaise en 4 escadrons distincts, chacun dirigé par un officier supérieur, lui-même, Frobisher, Drake et Hawkins. Chacun a reçu des instructions spécifiques pour un engagement à venir dont le seul objectif était d'occuper les Espagnols assez longtemps pour que le vent balaye tout le monde au-delà du Solent et en direction de Douvres. À ce moment-là, les Espagnols devraient faire demi-tour contre le vent et se frayer un chemin à travers les Anglais s'ils voulaient prendre Portsmouth ou le Solent ou l'île de Wight. Pendant ce temps, les navires de ravitaillement et certains navires de guerre qui étaient encore à Portsmouth seraient libérés et pourraient venir derrière la flotte anglaise pour les renforcer à volonté. Alors que l'aube se levait le 4e jour, 2 autres grands navires ont été vus suivant l'armada. Les Anglais ont senti un piège, mais comme il n'y avait pas de vent, il y avait peu de choses que quiconque pouvait faire de toute façon jusqu'à ce que finalement les navires de Howard dérivent suffisamment près pour qu'ils puissent abaisser leurs bateaux et les faire remorquer leurs navires parents à portée de tir. Presque immédiatement et à la surprise de presque personne, 3 des galéas sont apparus instantanément de la formation espagnole, l'une d'elles remorquant même la Rata Encoronada derrière elle. Cependant, le piège n'avait pas été déclenché avec assez de force et les galéas ont rapidement commencé à accumuler des dégâts, alors qu'un quart de la flotte anglaise commençait à les bombarder. Finalement, avec l'une des galéas prenant une liste distincte et les autres subissant divers dommages, les galéas ont pris les 2 retardataires en remorque, ont fait demi-tour et sont retournés rejoindre l'armada. Au nord, pendant ce temps, l'escadron de Frobisher avait réussi à se positionner à l'extrémité est de l'île de Wight. Son navire amiral, le Triomphe, plutôt massif mentionné précédemment, semblait soudainement avoir développé des difficultés et le groupe le plus à gauche des lourds navires espagnols se précipita vers le Triomphe et le Solent. Mais 2 choses se sont produites qui ont amené les Espagnols à rompre. Le vent s'est levé, permettant au Triomphe de naviguer à nouveau miraculeusement. Les marins les plus expérimentés de Medina Sidonia ont alors réalisé, grâce aux brise-lames visibles, que la voie maritime occupée par les Anglais était dangereuse. Frobisher utilisait probablement des connaissances locales pour essayer de les attirer dans un piège constitué d'eau peu profonde et de haute fond. Même aujourd'hui, après près de 5 siècles d'érosion et beaucoup de dragage pour ouvrir un canal de ferry, la côte au large de Bembridge sur l'île de Wight reste assez peu profonde et très difficile à naviguer pour les navires de toute taille appréciable en dehors des canaux de navigation plus modernes mentionnés précédemment. L'autre facteur était les 3 autres escadrons anglais, qui ont une fois de plus profité du fait que les navires lourds espagnols étaient attirés loin de la formation principale pour s'abattre sur les navires espagnols exposés et tirer plutôt avec enthousiasme. La force de combat espagnole a reculé pour repousser la flotte anglaise et lorsque la fumée s'est dissipée, les 2 formations avaient effectivement dérivé à l'est du Solent avec le vent de dos. Ayant atteint son objectif mais maintenant très à court de munitions, Howard s'est contenté de suivre l'armada jusqu'à ce qu'ils arrivent près de Douvres, saisissant l'occasion d'envoyer des demandes à terre pour plus de fournitures, ainsi que d'anoblir Hawkins et Frobisher. Drake avait déjà été anobli pour ses exploits à bord du Golden Hind quelques années auparavant. Medina Sidonia, en revanche, a profité de la trêve pour réparer ses navires et envoyer d'autres messages à Palmer, y compris une demande de plus de poudre et de tir, spécifiquement dans la gamme de poids de 4 à 10 livres, cela ayant apparemment été tiré en volume beaucoup plus important que le tir lourd des gros canons qui prenait pas mal de temps à recharger. Les 2 côtés ont passé le 5e à ne pas faire grand-chose car un manque de vent a calmé les 2 flottes. Mais le vent a repris le 6e et les flottes sont entrées en vue de Bologne alors que le canal se rétrécissait. Sans nouvelles de Palmer et conscient qu'une fois passés les détroits de Douvres, le courant et les vents risquaient de le porter vers le nord, Medina Sidonia a décidé que la flotte devrait maintenant mouiller au large de Calais jusqu'à ce que des nouvelles viennent de Palmer. Dunkerque était seulement un peu plus loin sur la côte et était potentiellement le point de lancement de Palmer.
Cependant, à ce stade, malgré presque des lettres quotidiennes, Medina Sidonia n'avait aucune idée si Palmer avait même lu une seule de ses dépêches, puisqu'il n'y avait eu aucune réponse ou même une forme de reconnaissance. Cela n'était cependant pas la faute de Palmer. Les caprices du voyage terrestre le long de la côte nord de la France, combinés avec les navires anglais et néerlandais patrouillant dans les eaux peu profondes, ont retardé l'avancée des messagers de Medina Sidonia. En effet, presque toutes les communications émises par l'Armada entre Portland Bill et juste à l'est de l'île de Wight ont réussi à arriver toutes le même jour, le jour où la flotte a jeté l'ancre au large de Calais, puisque, bien sûr, chaque messager avait un voyage plus court à faire au fur et à mesure que l'Armada se déplaçait vers l'est le long de la Manche et qu'ils étaient débarqués au point miroir requis sur la côte française. Ainsi, Palmer n'a pris conscience que l'Armada était dans la Manche le même jour où elle est apparue pratiquement à sa porte. Au crépuscule du 5e jour, la première réponse de Palmer est arrivée. Ce dernier avait été daté de 3 jours plus tôt et était en fait une réponse à un message qui avait été envoyé lorsque les navires espagnols naviguaient encore à travers le golfe de Gascogne. Dans ce message, Palmer révélait qu'il n'aurait pas son armée prête pour la mer avant 1 semaine à partir du vendredi au moment de l'écriture. Le 6e était un samedi. Par conséquent, Palmer ne serait pas prêt pendant encore 6 jours. C'était une terrible nouvelle. La flotte anglaise était ancrée à peine à 1 mile de distance, renforcée par les navires de Portsmouth, et prenait actuellement des ravitaillements depuis la Seine. Dès que les flottes avaient passé les détroits de Douvres, 2 autres escadrons, sous le commandement de Lord Seymour et Sir William Winter, tous 2 marins expérimentés, qui avaient attendu dans l'ancrage de Downs, avaient encore augmenté la force de la flotte anglaise lorsqu'ils avaient navigué pour rejoindre Howard. Avec autant de navires anglais si proches et de nombreux petits navires hollandais dans les bas-fonds à l'est, Medina Sidonia ne pouvait pas risquer d'envoyer les gallias et quelques-uns de ses plus petits navires pour essayer de dégager la voie pour les embarcations de Palmer, et il ne croyait pas un instant que la flotte anglaise en amassement allait le laisser tranquille au large de Calais pendant presque 1 semaine. Cependant, à ce stade, l'ignorance de Medina Sidonia en matière de guerre navale a commencé à se montrer sérieusement. Il semble qu'il croyait toujours que les petites embarcations de Palmer pourraient simplement sortir pour le rencontrer quand elles seraient prêtes. Palmer, en revanche, était parfaitement conscient de la centaine de navires de guerre néerlandais qui n'attendaient que lui pour essayer. Il n'avait guère d'intérêt à envoyer des dizaines de milliers de ses troupes vétérans à la mort dans des eaux qui étaient à peine assez profondes pour se noyer, avec les Anglais qui regardaient en tant qu'observateurs intéressés. À moins, et jusqu'à ce que les mers peu profondes puissent être maîtrisées, l'Armada et Palmer pouvaient se regarder toute la journée à travers les quelques miles qui les séparaient et ne rien accomplir pour atteindre leurs objectifs. À son crédit, cependant, grâce à la désinformation, Palmer avait réussi à disperser la flotte néerlandaise, essayant de couvrir toutes les éventualités possibles, et il avait réussi à rassembler 70 petits et moyens navires de guerre à Anvers plusieurs mois plus tôt, avec l'intention de les faire naviguer jusqu'à Sluis, où une autre formation de navires de guerre les attendait. Ensuite, l'Armada, ceux-ci navigueraient jusqu'à Dunkerque pour récupérer les barges de la force d'invasion en remorque, mais la force néerlandaise précédemment mentionnée, soutenue par les villes côtières fortifiées détenues conjointement, se trouvait dans l'Escaut, empêchant cela. Ne voulant pas être surpassé, Palmer avait alors changé son plan et avait fait une grande démonstration de ses plus grands navires, son plus grand navire amiral ne pesant toujours que 400 tonnes. Cela avait retenu l'attention sur Anvers pendant qu'il approfondissait et élargissait les canaux qui menaient de Anvers à l'intérieur des terres avec l'intention de déplacer la majorité de sa flotte le long des voies navigables intérieures jusqu'à Gand, où il a commencé à travailler sur l'élargissement des passages de Gand à Nieuport via Bruges, tentant de contourner complètement les forces néerlandaises. Cela lui avait effectivement permis d'assembler une bonne partie de sa flotte, bien que les plus petits navires, dans cette zone. Il pourrait ensuite naviguer vers Dunkerque le long de la côte, mais ces véritables grands navires de guerre, tels qu'ils étaient soit toujours coincés à faire des distractions à Anvers, soit tout simplement trop grands pour naviguer même sur ces voies navigables élargies. Cela lui a laissé la capacité de transport, mais aucun des escortes dont il avait besoin pour sortir cette force en mer.
À son crédit, cependant, Palmer avait veillé à ce que la plus grande formation hollandaise soit toujours dans l'Escaut, bloquant son évasion d'Anvers, et ses navires plus petits déplacés pouvaient pratiquement naviguer immédiatement une fois que les troupes avaient embarqué, bien qu'il y ait encore une vingtaine de navires hollandais au large même dans cette position. Pendant ce temps, en mer, l'armada prenait au moins des provisions grâce au gouverneur sympathique de Calais, tandis que la flotte anglaise, maintenant forte de 140 navires, avait quelques problèmes avec son ancrage plus exposé qui rapprochait les navires. Et bien sûr, les mêmes retards de messages qui ont tourmenté Parma et Medina Sidonia signifiaient également que la flotte anglaise n'avait que très peu d'idées de ce que faisaient les navires hollandais ou où ils se trouvaient. Pour tout ce qu'ils savaient, les forces de Parma étaient complètement prêtes à naviguer le lendemain matin. Et ainsi, le matin du 7 août, il a été décidé de lancer des navires incendiaires dans l'armada cette nuit-là. Cela semblait être une occasion trop belle pour la manquer. L'armada était immobile, mais à l'extérieur d'un grand port. Il y avait des hauts fonds dangereux à l'est, et le vent et la marée venaient de l'ouest. Les deux porteraient rapidement les navires incendiaires sur la formation espagnole et emporteraient également une armada confuse vers les hauts fonds où l'on espérait que Dieu et le temps s'en chargeraient, du moins selon un capitaine optimiste. 8 navires incendiaires ont été préparés à partir des navires les moins utiles de la flotte, les propriétaires calculant soigneusement le coût pour une compensation totale de 5 111 et 10 shillings. Cela reflète un coût moderne si vous ajustez purement pour l'inflation d'environ 1,5 million de livres ou un coût économique plus réaliste équivalent à environ 40 millions de livres. Dans tous les cas, un prix relativement petit à payer pour les effets dévastateurs qui étaient espérés. Pour distraire l'armada des préparatifs des navires incendiaires, un navire a été envoyé pour effectuer un bombardement à longue portée de la flotte espagnole avec ses canons. Les navires sacrificiels avaient leurs propres canons chargés de double charge. Ils tireraient au hasard alors que les flammes prenaient le dessus pendant que le navire balayait. Dans cet effort, les Anglais jouaient autant à des jeux psychologiques qu'à des jeux pratiques. Plus tôt en Flandre, les Hollandais avaient utilisé des hellburners. Il s'agissait également de navires sacrificiels mis à feu, mais ils avaient été fortement chargés de poudre à canon et utilisés essentiellement comme des bombes flottantes avec un effet plutôt dévastateur. L'architecte de ce plan particulier, un pyromane quelque peu excentrique du nom de Federico Giambelli, était connu pour avoir échappé à la chute d'Anvers pour l'Angleterre. Et donc Howard a estimé que bien qu'il ne pouvait en aucun cas se permettre de réserver assez de poudre pour créer 8 énormes bombes flottantes, les Espagnols, bien sûr, n'avaient aucun moyen de savoir cela et ils avaient toutes les raisons de croire que Federico était sorti avec la flotte anglaise et avait construit d'autres de ses jouets préférés. D'autre part, Medina Sidonia avait en fait anticipé une telle attaque et avait placé un écran de navire pour se protéger contre exactement une telle tentative. Mais cela n'a eu qu'un succès limité comme il s'est avéré. Lorsque les 8 navires ont commencé à briller de flammes internes vers minuit, seuls 2 des navires ont été saisis et dégagés. Les 6 autres se sont abattus sur la flotte grâce au vent montant et aux marées. Mais le duc avait aussi prévu cela et possédait une autre ligne de défense. Les canots des navires qui faisaient face à la flotte anglaise ont été déployés et des ordres ont été donnés qu'un navire risquant une attaque de brûlot devrait larguer ses câbles, les canots les sécuriseraient, le navire se déplacerait alors hors de portée, le brûlot passerait et ensuite le navire pourrait revenir et reprendre position après que le danger soit passé. Cela aurait pu fonctionner. Cela aurait dû fonctionner. Mais, comme nous l'avons mentionné, la marée et le vent ont poussé les navires incendiaires beaucoup plus rapidement que vous ne l'auriez normalement anticipé, les canons commençant à tirer à une distance assez proche et provoquant la panique dans la flotte pendant que les officiers les plus expérimentés essayaient d'organiser les équipes de bateaux avec des perches pour essayer de dévier les navires incendiaires. La majorité des navires ancrés ont simplement coupé leurs câbles ou les ont attachés à des bouées dans l'intérêt de la vitesse au lieu de hisser les ancres et se sont enfuis dans la nuit. Environ 300 ancres et leurs câbles étaient ainsi dispersés sur la mer et le vent continuait de monter. Les navires incendiaires ont en fait balayé de manière relativement inoffensive en termes de dommages directs. Aucun navire de l'armada n'a réellement été incendié par eux, mais l'armada avait maintenant perdu sa formation. Les navires ne pouvaient pas se frayer un chemin pour retourner à l'ancrage,
et le vent et la marée continuaient de les porter vers l'est. Un sentiment de fatalisme semble avoir submergé de nombreux commandants espagnols alors que la flotte disparaissait dans la nuit. Alors que le navire amiral passait Miguel de Oquendo à bord du puissant Santa Ana avec un seul N et demandait « Quant au plan d'action d'Oquendo, le marin expérimenté et jusqu'alors plutôt agressif a crié en retour « J'ai l'intention de bien me battre et de mourir. Veuillez m'envoyer plus de munitions. » À l'aube, une petite imitation de la grande formation en croissant de l'Armada s'est formée autour du San Martin, composé de certains des navires les mieux commandés, mais beaucoup plus ont continué leur fuite éperdue. Un total de 32 navires se sont ralliés à leur commandant. La plupart d'entre eux étaient de grands navires de combat lourds aguerris le long de la Manche avec les meilleurs équipages et commandants. Alors que l'aube révélait le chaos, les escadrons anglais ont levé leurs propres ancres et ont chargé. Un tiers des navires anglais sous Drake et Hawkins se sont dirigés vers le San Juan, San Felipe, Maria Juan, San Mateo, San Marcos, San Martin et Santa Ana Juan N, ces navires constituant le flanc gauche de la formation espagnole réduite. Seymour et Winter se sont lancés après le San Juan Menor, Rata Encoronada, Reganzona, San Juan de Sicilia et Trinidad Valencera. Les navires de Howard avaient poursuivi le San Lorenzo, le navire amiral des Gallias, qui s'était échoué après avoir heurté le Rata Encoronada pendant la nuit et brisé son gouvernail. Comme l'Arc Royal ne pouvait pas s'aventurer dans les eaux peu profondes, où même une galiote avait échoué à se débrouiller, Howard a envoyé à la place des essaims de bateaux qui ont submergé le San Lorenzo après une action d'embarquement prolongée et vicieuse. Ceci fait, et la galiote pillée, le navire amiral a conduit son escadron au cœur de la mêlée confuse qui se propageait le long de la côte, de Gravelines à Ostende, jouant ainsi les premières étapes de la bataille de Gravelines. À ce stade, le registre historique descend pratiquement dans le chaos, car les vastes quantités de fumée de canon et la mêlée générale obscurcissaient la vision et la perception de presque tous les participants jusqu'à leur environnement local. Et avec leur vue limitée à leur environnement immédiat, cela a souvent conduit à des comptes rendus mutuellement contradictoires de ce qui s'est exactement passé. Cependant, pratiquement tous les comptes rendus s'accordent sur quelques points. Premièrement, et le plus évidemment, c'est que la bataille a été presque entièrement menée à très courte portée, avec de nombreuses victimes subies par les deux côtés à cause des tirs de mousquets et d'arquebuses. Les Espagnols ont essayé de lutter, mais ici, la fumée et la brume ont réellement joué contre eux, avec des navires anglais émergeant de l'obscurité, tirant leurs canons, puis soit passant rapidement, soit virant de bord avant que les grappins et les lignes ne puissent être préparés et lancés. Les équipages des deux côtés ont crié des insultes qui ont été entendues et enregistrées par la partie réceptrice qui a rendu l'appareil, et en lien avec cela, il y avait l'agilité des navires anglais plus modernes, avec de nombreux capitaines espagnols soit remarquant l'agilité exceptionnelle de leurs adversaires, soit se plaignant que leurs propres navires ne pouvaient pas égaler la vitesse et la capacité de virage des galions de course. Cela, bien sûr, a permis aux navires anglais de s'échapper de ce qui aurait pu être des assauts d'embarquement plutôt délétères et de tirer également sur les navires espagnols depuis une position d'avantage, ce qui signifiait essentiellement ne pas se mettre devant l'étrave d'un Espagnol. Enfin, tirant les leçons de leur précédente tentative d'attaquer les navires espagnols alors qu'ils remontaient le chenal, notamment l'assaut récent sur le Grand Griffon, des escadrons de navires anglais naviguaient très près les uns des autres et délivraient de lourdes bordées à bout portant où il était presque impossible de manquer. Et il était même possible pour certains des meilleurs artilleurs de viser des parties spécifiques du navire ennemi, les mâts et la ligne de flottaison étant les cibles les plus privilégiées. Sir William Winter a enregistré ce jour-là ses canons lourds, tirant 500 coups, aucun d'eux n'étant tiré plus loin que la portée d'un coup d'arquebuse. À bord du San Martin, on a rapporté qu'un coup a traversé de part en part le mât de Bison, un autre a emporté un cabestan, un troisième a traversé le navire de la poupe à la proue. Un autre membre de l'équipage a déclaré que bien que certaines parties de la galère aient 7 couches de planches, les boulets de canon les traversaient comme s'il n'y en avait qu'une seule. Après la bataille, il faudrait plusieurs plongeurs qualifiés pour colmater les trous sous l'eau afin de rendre le navire amiral espagnol viable et pour lier ensemble ses planches et sa structure brisée avec de grosses cordes.
Le San Mateo a été pris pour cible par pas moins de 13 navires anglais et a été réduit à un passoire. Hors de contrôle, le galion de 750 tonnes a dérivé sur les hauts fonds et s'est échoué à la tombée de la nuit. Une douzaine de navires ont attaqué le San Felipe de 800 tonnes, endommageant son gouvernail, son mât de misaine et détruisant une grande partie de sa batterie de canons principale. Incapable de diriger, le San Felipe s'échouerait également plus tard dans la nuit. Le San Juan a également été détruit au large de la côte, et le Maria Juan a été si gravement endommagé qu'il a coulé alors qu'il était en train de se rendre. Ce sont les pertes directes de la bataille avec le San Lorenzo qui a été perdu dans la préparation, mais un grand nombre des autres navires espagnols ont été extrêmement endommagés et cela contribuerait de manière significative à leur perte plus tard alors qu'ils essayaient de rentrer chez eux vers 5 heures de l'après-midi. L'action a finalement commencé à se calmer, en partie parce que les navires anglais commençaient à manquer de munitions à nouveau et en partie parce qu'ils connaissaient très bien les eaux locales et ont donc commencé à s'éloigner. Le vent poussait les navires espagnols vers les bancs de sable flamands, et sans ancre ou prise leur progression et avec beaucoup ayant perdu ou endommagé les mâts, les gouvernails et les voiles, il semblait que la majorité de la flotte était sur le point d'être échouée et détruite en très peu de temps. Mais au dernier moment, le vent a tourné au sud-ouest et la collection battue de navires a été plutôt balayée vers la mer du Nord. Medina Sidonia, se frayant un chemin à travers les œuvres supérieures détruites du San Martin, a tiré ses canons pour rappeler la flotte à sa formation, seul moyen de communication à longue portée dont il disposait. Personne n'en a répondu. De petits bateaux de dépêche ont ensuite été envoyés vers les navires visibles pour amener physiquement les capitaines à bord afin de répondre de leur insubordination. L'un d'eux a été pendu et beaucoup d'autres ont été rétrogradés ou privés de commandement. À midi le 9e, les navires restants de l'Armada étaient en quelque sorte en formation, la flotte anglaise gardant leur distance et les observant alors qu'ils attendaient à leur tour le ravitaillement. Outre la pénurie de munitions, à moins que le vent ne se retourne sur lui-même, leur principal objectif d'empêcher Medina Sidonia et Parma de se rejoindre avait déjà été atteint. Medina Sidonia a convoqué les officiers supérieurs survivants et leur a annoncé que la flotte était gravement endommagée, presque entièrement à court de poudre, et que beaucoup de marins et d'artilleurs étaient morts et qu'ils n'avaient pas d'ancrage sûr à portée de main. Ils pourraient essayer de faire demi-tour vers Parma ou Calais. Ils pourraient essayer de se réfugier dans un port plus loin le long de la côte, quelque part dans ce que nous appellerions maintenant l'Allemagne ou la Scandinavie, ou ils pourraient essayer de naviguer de retour vers l'Espagne en contournant les îles britanniques, ou enfin ils pourraient se rendre à la flotte anglaise qui les suivait. La décision était en fait étonnamment serrée. Les officiers, qui étaient les plus motivés par la praticité et le désir de sauver la vie de leurs équipages, pensaient qu'à ce stade, la reddition pourrait en fait être une bonne option. Cependant, un plus grand nombre voulait essayer de faire demi-tour et de combattre si possible, le retour en Espagne étant leur deuxième option préférée si le vent ne leur permettait pas de faire volte-face. Après une journée d'attente et poussée par le vent vers le nord, Medina Sidonia a ordonné à la flotte de poursuivre vers l'Espagne en contournant l'Écosse et l'Irlande. Étant donné que chaque plan établi avant que l'Armada n'entre dans la Manche indiquait qu'à ce stade, il devrait être dans un port anglais capturé en train de le piller pour des approvisionnements, et bien sûr le voyage devant eux était maintenant considérablement plus long que l'intégralité du voyage qu'ils avaient fait jusqu'à présent, il a également été contraint d'ordonner une réduction des rations à un niveau de quasi-starvation juste pour s'assurer que leur nourriture durerait jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Ainsi, l'Armada endommagée, épuisée et maintenant affamée passa au nord, suivie par la flotte anglaise, qui attendait qu'ils jettent l'ancre à nouveau avec un autre ensemble de navires incendiaires déjà préparés. Devant correctement que les Espagnols rentreraient chez eux via l'Écosse et l'Irlande, Howard ordonna à l'escadron de Seymour de retourner garder la Tamise au cas où Palmer réussirait à faire une dernière course vers l'Angleterre, alors que tous les navires de combat des flottes anglaises et espagnoles étaient à mi-chemin de la mer du Nord, tandis que le reste de la flotte résolut de poursuivre l'Armada jusqu'à ce qu'elle passe au nord du Firth of Forth, en Écosse. Cependant, la flotte anglaise était extrêmement à court de munitions et le manque de nourriture combiné à une épidémie de maladies commençait déjà à entamer sa force de combat.
Le 12e août, la situation d'approvisionnement des Anglais devenait critique, mais l'armada avait atteint le point de non-retour et donc Howard organisa une dernière grande bordée comme une sorte de message basé sur la puissance de feu à longue distance et de rester à l'écart, avant qu'il n'ordonne à sa flotte de rentrer. Les navires espagnols ont continué à se diriger vers le nord, plusieurs navires ayant du mal à suivre alors que les dégâts s'aggravaient et que leur stock de pièces de rechange commençait à s'épuiser. Medina Sidonia a donné ses ordres avec un cap qui était calculé pour passer en toute sécurité autour des îles britanniques, et 3 jours après que la flotte anglaise avait fait demi-tour, il a ordonné à tous les navires de mettre le cap sur l'Espagne à pleine voile. Si vous n'aviez plus de voile entière, ou si vous étiez lent, alors vous deviez vous débrouiller seul. La route du retour n'était pas inconnue. Beaucoup de navires empruntaient des itinéraires similaires pour se rendre en Espagne ou en Méditerranée, s'ils partaient de ports scandinaves ou venaient de la Baltique. En effet, beaucoup de capitaines des navires marchands de la flotte avaient déjà emprunté un tel itinéraire par le passé, du moins pour la partie qui contournait l'Écosse. Le problème se trouvait plus au sud. La plupart des itinéraires conseillés là-bas naviguaient soit loin dans l'Atlantique pour profiter des vents et des courants, soit ils descendaient à travers la mer d'Irlande, avec une certaine inquiétude que la flotte anglaise rentrait au port pour se réapprovisionner, puis prendrait le raccourci par la Manche et viendrait les rencontrer dans les approches occidentales ou une autre zone similaire, et avec ses navires trop endommagés et trop à court de fournitures pour balayer loin dans l'Atlantique, l'armada descendrait le long de la côte ouest de l'Irlande, une zone que la plupart connaissaient très peu et pour laquelle la flotte n'avait pas de carte. Avec 112 navires restants à son nom, Medina Sidonia a mené une campagne quelque peu étrange en miniature, alors que la flotte contournait l'Écosse, d'une part en saisissant un certain nombre de navires écossais et en prenant leurs équipages, en particulier les pilotes et navigateurs, ce qui est un acte quelque peu hostile pour une nation qu'il espérait voir se lever pour aider à son invasion, tandis que d'autre part, il a envoyé un certain nombre de navires dans le port par eux-mêmes pour acheter autant d'eau fraîche et de poissons qu'ils le pouvaient, prolongeant ainsi les fournitures globales disponibles pour la flotte. Mais alors que les navires passaient entre les îles Orkney et Shetland, les vents d'été ont disparu et d'énormes tempêtes se sont succédées les unes après les autres. La température a chuté, forçant les équipages à chercher le peu d'abri disponible dans la cale des navires. Mais maintenant, le temps a commencé à faire ses victimes. Le premier à partir fut le Barca de Hambourg. Le 1er septembre, ce navire, luttant à l'arrière de la formation avec un certain nombre d'autres navires lents, a signalé qu'il coulait car ses pompes ne pouvaient plus faire face à l'eau entrante. Le Grand Griffon et le Trinidad Valenciera, également en difficulté pour suivre, ont pris 250 membres de son équipage à bord avant qu'elle ne coule, tandis que le Castillo Negro restait en garde. Malheureusement, le Grand Griffon a fini par être lui-même naufragé au large des Shetland, tandis que le Castillo Negro coulerait au large de l'île de Donegal, et le Trinidad Valenciera, d'un poids de 1100 tonnes, l'un des plus grands navires restants de la flotte, serait la pièce maîtresse d'une tragédie qui se répéterait encore et encore au cours des semaines suivantes. Gravement endommagée lors des combats, elle a courageusement lutté autour de l'Écosse jusqu'au 14e septembre, les fuites commençaient à submerger les pompes. Le navire a aperçu Donegal et s'est dirigé vers Lough-Foyle, espérant soit reprendre un certain contrôle sur l'inondation dans des eaux plus calmes, soit au moins trouver un endroit un peu abrité où il pourrait s'échouer. Mais sans carte, ils traversèrent la baie de Kinego lorsque le navire a foncé tête baissée sur un récif que personne n'a repéré à temps. Le navire a rapidement sombré dans les eaux peu profondes, l'équipage restant dans le gaillard d'avant, la seule partie encore au-dessus de l'eau, la proue étant toujours coincée sur le rocher heurté. Don Alonso, le capitaine, a emmené certains des autres officiers à terre dans le dernier bateau encore intact. Certains habitants se sont rapidement rassemblés et ont pillé les officiers, mais ils les ont également laissés louer un bateau lorsque le propre bateau du navire a coulé par mauvais temps. Environ 600 hommes ont été graduellement transférés de l'épave. Étrangement, les récits de l'époque rapportent qu'un soldat, qui en avait assez d'attendre le bateau, a nagé jusqu'à la rive avec son casque, une assiette en étain et quelques-unes de ses possessions dans un seau qu'il poussait devant lui. Puis une vague a submergé le seau et celui-ci a coulé, au grand désarroi du soldat.
4 siècles plus tard, ce même seau avec exactement le même contenu a été retrouvé au fond du port par des archéologues équipés de matériel de plongée moderne. Les habitants se sont alors mis à piller l'épave du navire, mais le 16, le navire s'est disloqué sous les vagues, emportant avec lui les 50 membres d'équipage restants et une trentaine des habitants qui le démontaient dans les vagues. Cependant, la majorité des 600 survivants étaient des soldats vétérans, et beaucoup avaient quand même conservé au moins une partie de leurs armes. Les munitions et la plupart de la nourriture ont peut-être coulé avec le navire, mais 500 hommes armés d'épées et de piques, plus quelques arquebuses et petites sacoches de poudre, restaient une force avec laquelle il fallait compter, et même les 100 marins qui étaient avec eux avaient des couteaux et des armes similaires de petite taille. Mais ils tombaient dans un piège. La zone où ils avaient débarqué était une péninsule, et il n'y avait qu'un seul chemin pour accéder au reste de l'Irlande et potentiellement rencontrer d'autres navires qui auraient pu jeter l'ancre plus loin sur la côte ouest. Alertée par certains des habitants, une garnison anglaise de 400 hommes, un peu mieux équipée, répartie équitablement entre la cavalerie et l'infanterie, a affronté les survivants espagnols et leur a ordonné de se rendre. Don Alonso a refusé et ainsi a commencé une escarmouche de 2 jours, mais à la fin, les Espagnols avaient épuisé leurs maigres munitions et nourriture, ils ont donc accepté de se rendre en échange de leur vie. Cependant, après 2 jours de combat dans la boue et la pluie, et peut-être quelque peu intimidés par la tentative de capturer une force qui était 50% plus grande que la leur, les forces anglaises ont plutôt déshabillé les Espagnols, puis, les piégeant entre une ligne d'arquebuses et de cavalerie, les ont brutalement abattus après avoir extrait les 30 hommes qu'ils pensaient valoir la peine d'être rançonnés. Environ 150 des Espagnols ont réussi à s'échapper dans les marécages, et entre le temps et la maladie, seuls 46 d'entre eux ont réussi à atteindre une certaine sécurité, une douzaine des officiers ayant également survécu à une marche forcée et finalement été rançonnés. Un sort similaire attendrait de nombreux autres survivants de l'Armada alors que leur navire était écrasé contre la côte irlandaise par le temps violent continu. Alors que les quelques chanceux qui ont échoué tôt en Écosse, comme le Grand Griffon précédemment mentionné, avaient principalement à se soucier du temps et étaient généralement un peu en sécurité une fois qu'ils ont atteint la civilisation. En Irlande, les équipages du San Marcos, Trinidad, Nuestra Señora del Cerroco, San Antonio de Padas, Girona, Gran Green, Concepción de Juan del Cano, Duquesa Santa Ana, Nuestra Señora de la Rosa, San Esteban, Labia, Rata Encoronada, Tres Vetas Anunciada, San Nicolás Fontanelli, Juliana, San María de Visión, Castillo Negro, Falcon Blanco Mediano, Ciervo Volante, et au moins 9 autres navires dont les noms restent perdus ont constaté qu'ils seraient généralement soumis à l'un des 2 destins. Soit ils étaient chanceux et rencontraient des locaux sympathiques, ces hommes se fondaient simplement dans la population et s'installaient, ce qui explique la présence de nombreux Irlandais aux cheveux noirs et à la peau d'olive sur la côte ouest qui persistent jusqu'à ce jour, soit ils parvenaient finalement à rentrer chez eux au fil du temps en petits groupes. Pour les autres, ils étaient soit tués dès leur arrivée par des locaux moins amicaux qui voulaient simplement les piller, eux et leurs navires pour tout ce qu'ils valaient, soit ils étaient traqués et tués par les troupes anglaises en garnison dans le pays. Cela est arrivé lorsque le gouverneur anglais a réalisé qu'il avait beaucoup moins de soldats que d'Espagnols en train de débarquer et que beaucoup de locaux n'étaient pas particulièrement heureux d'avoir déjà les Anglais sur place. La perspective d'un soulèvement armé, dirigé par plusieurs milliers de soldats espagnols vétérans, l'a conduit à donner l'ordre de tuer à vue tout survivant espagnol trouvé à terre. Le fait que, bien que de nombreux navires espagnols aient accosté et se soient échoués, beaucoup plus nombreux étaient ceux qui passaient l'Irlande, a conduit à de multiples observations de groupes de navires espagnols au large, parfois en assez grand nombre. Cela donnait l'impression d'une grande force d'invasion, bien que quelque peu dispersée, beaucoup de nouvelles de l'armada dans la Manche n'ayant pas encore atteint l'Irlande finalement. Des ordres sont arrivés de Londres après les rapports des premiers navires espagnols échoués qui étaient revenus d'Irlande à Londres en premier lieu. Et il s'est avéré que la reine avait ordonné que les survivants espagnols soient capturés et retenus en rançon comme monnaie d'échange. Mais ces ordres sont arrivés bien trop tard pour beaucoup des Espagnols qui ont réussi à sortir des épaves
pour ne trouver que de sombres rangées d'épées et de fusils qui les attendaient. Finalement, le 21 septembre, les premiers survivants de l'Armada ont commencé à arriver boiteux dans les ports espagnols. D'autres apparaîtraient dans les semaines suivantes, mais cela ralentirait ensuite. Bien que les chercheurs modernes ne soient pas d'accord sur les chiffres exacts, il semble que sur les 122 navires qui ont aperçu le lézard quelques mois plus tôt, entre environ 65 et 70 navires sont revenus, ce qui signifie qu'entre 50 et 60 ne l'ont pas fait. La plupart ont été détruits par des tempêtes, mais avec aussi quelques pertes au combat et des navires coincés dans divers ports. L'un d'eux, le navire gopital San Pedro el Mayor, a finalement admis sa défaite et a accosté dans le Devon début novembre. Les survivants ici ont été faits prisonniers et placés en soins dans les villes locales. Selon les registres espagnols, qui étaient assez précis, 25 696 hommes avaient navigué avec l'Armada, dont 12 297 ne sont jamais revenus, 10% de toutes les pertes espagnoles provenant d'un seul naufrage, le Galeas La Girona, qui avait environ 1300 personnes à bord, y compris plusieurs équipages qui avaient été sauvés d'autres navires espagnols lorsqu'ils s'est échoué la nuit au large du comté d'Antrim et a coulé très rapidement, ne laissant que 9 survivants. Environ la moitié des navires qui sont rentrés en Espagne ont été jugés totalement irréparables et ont été soit démantelés, soit laissés à pourrir. La maladie et la malnutrition ont terrassé de nombreux survivants qui venaient à peine de regagner leur foyer. Miguel de Oquendo et Juan Martinez de Arracalde sont tous deux morts de cette façon, et Medina Sidonia lui-même a failli passer l'arme à gauche. Le sort d'Arracalde était particulièrement tragique, car il avait combattu avec ténacité pour ramener son navire et plusieurs autres à la maison contre des chances presque impossibles et avait souvent donné des conseils contraires à la majorité, ce qui aurait pu changer le sort de l'Armada lors de son avancée dans la Manche. Mais son histoire devra être racontée séparément une autre fois. Le retour de la flotte anglaise avait également une teinte sombre. Avec la maladie qui balayait la flotte, certains membres de la cour semblaient avoir conspiré pour retenir le versement des salaires et la fourniture de provisions un peu trop longtemps sur la logique tordue que les hommes morts n'avaient pas besoin d'être payés et ainsi le trésor économiserait de l'argent sur l'ensemble de la campagne. Les officiers en charge de la flotte étaient indignés et horrifiés, mais ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus que d'écrire avec colère à la cour et d'ouvrir leur propre coffre pour donner l'aide qu'ils pouvaient quand il a été réalisé que l'aide royale ne serait pas forthcoming. Une conséquence de ce débâcle a été la création de la Chatham Chest, où une partie de tous les salaires des marins à l'avenir serait retenue pour un paiement ultérieur si un marin au service du monarque devenait incapacité par maladie ou blessure, un système qui ne serait réellement abandonné qu'au XIXe siècle. Alors que l'ampleur de la défaite et le temps extrêmement inhabituel, exceptionnellement violent et souvent très soudain qui y avait principalement contribué devenaient clairs, des célébrations et des commémorations se sont répandues en Angleterre et aux Pays-Bas, la plupart attribuant la victoire en général et l'impact des tempêtes en particulier à Dieu. Diverses peintures et médailles ont été commandées, beaucoup s'inspirant d'une citation biblique trouvée dans Job 4 verset 9, qui dans la version du roi Jacques encore à venir se lit « Par le souffle de Dieu ils périssent, et par le souffle de ses narines ils sont consumés », ce qui est presque identique à un mot près à la Bible de l'évêque, qui était une traduction anglaise courante à l'époque, mais qui est quelque peu moins existante maintenant. L'utilisation du tétragramme, le nom de Dieu en hébreu, était fréquente et l'un des usages les plus célèbres étant la soi-disant médaille de l'Armada, qui a en fait été faite par les Hollandais, pas les Anglais, qui se lit en latin en utilisant le tétragramme Flavit Jehovah et Dissipat Sun, bleu, et ils ont été dispersés en anglais, qui est souvent modifié dans les livres d'histoire ultérieurs qui ont été soumis à une superstition contre la prononciation du nom de Dieu à Flavit Dios et Dissipat Sunt, Dieu bleu, et ils ont été dispersés, bien que les traductions et commentaires existants de l'époque rendent assez clair que ce n'était pas un problème rencontré par les Anglais et les Hollandais de l'époque élisabéthaine. Les Espagnols semblaient être d'accord, pour la plupart, avec les sentiments anglais et hollandais, croyez-le ou non, à la fois pour des raisons religieuses et politiques,
car il était beaucoup plus acceptable pour la population espagnole d'attribuer leurs pertes et leurs défaites principalement à des actes de Dieu, plutôt qu'à des actes des Anglais. Le roi Philippe aurait dit « J'ai envoyé ma flotte combattre les Anglais, pas Dieu et ses vents et marées ». Mais cela ne marquerait pas la fin des armadas. En 1589, une armada anglaise s'est dirigée vers l'Espagne. 1596 a vu une force conjointe anglaise-néerlandaise essayer à nouveau, et plus tard en 1596, et puis à nouveau en 1597, de grandes flottes espagnoles, tout aussi grandes que la première, ont essayé de rendre l'appareil. Ironiquement, toutes ces expéditions, sauf dans une certaine mesure celles anglo-néerlandaises, ont été des désastres totaux, principalement à cause des tempêtes. Alors peut-être que Dieu avait simplement décidé que la dernière partie du XVIe siècle pourrait se passer de toute autre invasion navale majeure d'autres pays. Pour la plupart, merci beaucoup, mais bien sûr les histoires de certaines de ces expéditions sont pour une autre fois. La première armada espagnole, cependant, resterait dans l'histoire à la fois pour l'ampleur de son échec et pour le changement dans l'équilibre des pouvoirs qu'elle représentait. Bien que l'Espagne reste un acteur puissant sur la scène mondiale pendant plusieurs siècles encore, les batailles qui ont marqué la première campagne de l'armada espagnole ont marqué le début d'une lente ascension pour la Royal Navy, bien que cela se soit fait au cours de plusieurs conflits au siècle suivant contre leurs anciens alliés néerlandais, et le début du passage d'actions d'abordage, principalement à un combat naval principalement basé sur l'artillerie. Un aspect qui serait perfectionné lors des futures guerres anglo-néerlandaises. Bien sûr, nous ne saurons jamais si Drake a jamais joué ou a pu terminer cette partie de boules. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué un certain nombre de rendus fixes comme celui-ci et une animation particulièrement agréable pendant cette vidéo et quelques-unes dans la vidéo précédente également. Si par hasard vous les aimez, eh bien, tout d'abord, un grand merci aux merveilleux abonnés qui se rend sur Discord sous le nom d'Awesom pour ses superbes rendus et le travail qu'il y a consacré. Mais si vous souhaitez tenter de posséder les modèles eux-mêmes, ils sont disponibles en tant que stéréolithographie, imprimables en 3D téléchargeables. Ils arriveront dans le cadre d'un Kickstarter par un autre ami à moi qui a en fait beaucoup de modélisation de navires dans le passé. C'est pourquoi je lui ai demandé si je pouvais commander ces modèles. Ils seront disponibles sur Kickstarter, lien dans la description. Et pour être totalement clair, je ne gagnerai pas d'argent avec le Kickstarter de quelque manière que ce soit. Si le Kickstarter réussit, je reçois en plus des copies des STL de l'objectif étendu. Chaque navire est basé sur des plans de période ou peu après la période de navire spécifique. Donc vous avez le San Martin, le Revenge et divers autres navires plus petits et quelques grands transports ajoutés là pour faire bonne mesure, pour donner un mélange assez représentatif de modèles, pour montrer les différents types de navires qui étaient présents dans les flottes des deux côtés à l'époque. Il y a au moins 2 autres vidéos à venir sur l'Armada, mais c'est la conclusion de la campagne elle-même, donc dans quelques jours, nous allons examiner le rôle d'Anvers et si l'Armada était condamnée à cause de cela dès le début, même avant qu'elle ne navigue, et plus tard ce mois-ci, nous examinerons ce que les deux côtés mangeaient réellement lors de leur montée et descente de la Manche. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir, dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.